Bon vendredi tout le monde. Éric Fournier, conseiller en gestion du risque. Voici votre topo de cette semaine, topo des marchés. Encore une fois, une semaine, on pourrait dire mouvementée, mais finalement du mouvement qui nous ramène à peu près où est-ce qu'on était vendredi dernier pour la plupart des produits, sauf à quelques exceptions. C'est ce qu'on va regarder. J'aimerais commencer en parlant du bilan, le bilan qui a été publié hier d'offre et de demande là, de l'USDA. Les fonctionnaires américains ont découvert la touche CTRL-C, c'est-à-dire copier-coller. Il n'y avait aucun changement dans le bilan américain en ce qui concerne le maïs et le soya. Si on y va avec le maïs, bien évidemment, les stocks de faim n'ont pas bougé. On est encore à 1,94 milliards de boisseaux prévus de stocks de faim. Après ça, au niveau mondial, une légère augmentation. Hein, on parle de 305,5 millions de tonnes au niveau mondial. C'est la production d'Ukraine qui a été révisée de 2 millions de tonnes à la hausse qui est venue permettre cette augmentation-là avec quelques autres augmentations, avec quelques autres corrections là, dans les autres marchés. Au niveau des exportations, ce qui est à noter au niveau du maïs cette semaine, il y a eu une vente importante de fait au Mexique. Plus de 1,8 million de tonnes. C'est une annonce qui a été faite en milieu de semaine. On en a 1,1 qui est pour les livraisons pour la présente récolte et 700 000 tonnes qui restent pour la prochaine. Donc c'est un bon volume. Là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu passer des gros chiffres comme ça. Est-ce que c'est le début de quelque chose? On verra. Mais historiquement, le Mexique, on sait que c'était le premier acheteur dans le maïs, là, pour le maïs américain. Donc, un retour là, au niveau du maïs. Si on regarde le marché à terme, les contrats de maïs, ici, on a le contrat de mars 2022. Hein, vous voyez, on a débuté la semaine sur un creux. On a réussi à progresser un peu toute la semaine. On termine la semaine pour le qui du contrat de mars là, de 7 sous du boisseau de hausse. Au niveau des indicateurs techniques, vous voyez le petit cadran en bas, hein, il est encore en mode acheté, c'est-à-dire que la moyenne des indicateurs qui sont dans ce cadran-là nous dit qu'on est encore en mode achat. Maintenant, si on va du côté du soya, le soya a connu quand même aussi beaucoup de fluctuations, mais il termine à peu près la semaine. Hein. On parle d'une variation pour le contrat de janvier, une variation de seulement 1 sou au cours de la semaine à la hausse. Donc on peut dire que oui, des grosses baisses en début de semaine qui ont été rattrapées pour terminer la semaine à environ même place où est-ce qu'on était là. Puis au niveau du bilan du soya, on parle ici aussi, je l'ai dit tantôt, hein, le chiffre est resté identique. Les stocks de fin sont restés à 340 millions parce qu'on n'a absolument rien changé, même si on sent que les exportations sont peut-être pas au niveau où est-ce qu'elles étaient, mais depuis quelques semaines, je vous dirais qu'il y a un certain rattrapage là, au niveau des ventes. Hein. Les ventes sont supérieures à celles de l'an dernier. Le gros des ventes s'était fait en début de saison l'an dernier. Là, on sent qu'il y a un petit rattrapage. Là, les volumes sont plus importants. Est-ce que ça va être suffisant pour rattraper la prévision actuelle de l'USDA? On verra. Il est encore très tôt là, présentement dans la campagne pour dire que non, oui ou non. Mais au moins, on sent qu'il y a un rattrapage qui se fait à ce niveau-là. Au niveau mondial, c'est une baisse des stocks mondiaux. On serait rendu à 102 millions de tonnes. En fait, on a revisé la production chinoise, qui n'est pas si importante que ça, mais quand même, de 2,5 millions de tonnes en moins. Donc, c'est ce qui est venu un peu expliquer la baisse là, au niveau des stocks mondiaux. Au niveau du marché à terme, vous voyez ça, j'en ai dit tantôt, hein, beaucoup de fluctuations, mais qui nous ont mené à peu près à rien. Côté technique, côté des indicateurs, notre cadran est encore quand même en mode achat de ce côté-là. Si on voit le tourteau de soya, on termine la journée avec, vous voyez, hein, 7 dollars la tonne courte d'augmentation pour ce qui est seulement de la séance d'aujourd'hui. Là aussi, il y a eu des fluctuations tout au long de la semaine, mais on termine la semaine avec une hausse de tout près de un peu plus de 8 dollars pour ce qui est du contrat de janvier. 8 dollars tonne courte là, pour le contrat de janvier. Là aussi, ce qui vient expliquer cette hausse-là, je vous ai mis le graphique ici. On a le graphique ici, c'est l'huile de soya. Vous voyez l'huile de soya. Normalement, quand l'huile de soya est en baisse, ben, ça a tendance à tirer le tourteau vers le haut. Donc, quand dit prix d'huile de soya en baisse, ça veut dire possiblement de production moindre. Donc, si on fait moins d'huile, moins de tourteau, c'est ce qui fait grimper. C'est la logique qui se cache derrière ça. Vous voyez que la semaine a été plus difficile là, pour ce qui a été de l'huile de soya, c'est une baisse de plus que 6% cette semaine là, dans l'huile. Donc, c'est ce qui est venu favoriser la hausse de prix dans le tourteau de soya. Maintenant, le blé a continué sa chute hein, qui avait débuté la semaine dernière, des fortes baisses.
Faites ça pratiquement toute la semaine, sauf aujourd'hui, vous voyez une hausse de 7 sous, il rattrape la baisse d'hier en fait, là. Mais on termine quand même la semaine en baisse de 20 sous. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était un petit peu plus que 30 sous de baisse, donc c'est 50 sous du boisseau qu'on a perdu au cours des 2 dernières semaines en ce qui concerne le blé. Qu'est-ce qui vient peser dans le blé? Ben, on l'a vu dans le bilan encore hier, hein. Il y a des révisions à la hausse de la production mondiale présentement, donc les perspectives sont un peu meilleures, les stocks sont un peu plus élevés d'un rapport à l'autre, donc on sent qu'il y a beaucoup moins de pression. La pression diminue à mesure qu'on augmente les stocks mondiaux. Donc c'est ce qui fait que les prix sont en baisse encore dans le blé. Au niveau des stocks, le bilan américain, par contre, dans le blé, une petite révision de moins 20 millions de boisseaux du côté des exportations, hein. C'est sûr qu'il y avait déjà un chiffre, qu'il y avait déjà une baisse qui était prévue, je pense, de 13%, là, si je me souviens. Donc, ça a été revisé encore un petit peu plus bas pour les exportations de blé. Donc, évidemment, on a eu une diminution d'un 5 millions de boisseaux d'importation. C'est ce qui fait que notre stock de fin s'est gonflé à tout près de 600 millions de boisseaux. Au niveau mondial, je l'ai mentionné, on est rendu à 278 millions de tonnes. L'Australie, on a rajouté un 2,5 millions de tonnes à la production australienne. En Russie, on a rajouté 1 million de tonnes. C'est ce qui fait possiblement des pressions là, sur les prix, parce que c'est des marchés qui sont des gros exportateurs. Donc, les problèmes qu'on a eu ici au Canada et aux États-Unis pour le blé ne sont pas nécessairement le cas là, pour les autres gros pays exportateurs. Donc, pression sur le blé. Maintenant, si on va voir acheter un œil du côté du port, là aussi, beaucoup de mouvements cette semaine. On a commencé la semaine, je dirais, négativement. Ça a baissé, vous voyez sur le graphique, hein, il y a un creux en milieu de semaine. Et hier et la journée d'aujourd'hui, vous voyez quasiment 3 cents de hausse sur le contrat de février aujourd'hui, qui nous ramène à peu près où est-ce qu'on était vendredi dernier. Donc, forte baisse, forte hausse, mais finalement, on se retrouve au même point. C'est une variation pour le contrat de février de même pas un sou. Là, on a baissé de 3/4 de point pour le contrat de février. Puis on va voir un peu plus ici, un peu plus loin dans le temps. Ici, on a le contrat de juin, c'est-à-dire pour l'été prochain. Vous voyez, hein, un gros creux encore là pour la semaine, mais finalement, on termine tout près des sommets, hein. Si vous regardez la petite ligne verte à droite, là, vous voyez que présentement, le haut qui s'est fait dans les 52 dernières semaines était à 98,15. C'était le sommet pour ce contrat-là. On est à 97,25. Fait qu'on est à 1 sou là, du sommet. Donc, on est revenu complètement en haut. Alors que ça a été déprimé les 3 premiers jours de la semaine. On a un retour en force là, des prix. Donc, le positivisme est revenu dans le marché du porc. Qu'est-ce qui pouvait expliquer cette baisse-là? C'est ce que je suis présentement. Le marché chinois. Je vous ai mis ici le graphique. On a le marché à terme en fait en Chine. Ça, c'est le contrat du mois de janvier. On recule jusqu'au mois d'août sur ce graphique-là. Si vous voyez, ben, on était à un petit peu plus que 17 yuan. On a touché un creux au début de l'automne, en septembre, en bas de la barre des 14 yuan. On est revenu où est-ce qu'on était presque à l'été pour finalement, vous voyez, hein, depuis quelques jours, ça recule. Là. Depuis la fin du mois de novembre, les contrats diminuent, le prix de la valeur du contrat en fait diminue. Curieusement, on sait que c'est le nouvel an chinois, hein, janvier, février. En plus, on ajoute à ça au mois de février les Olympiques. Ce qui devrait normalement créer une bonne demande, donc on devrait avoir une augmentation des prix plutôt qu'une baisse, surtout sur le contrat du mois de janvier. Puis, si on voit le contrat du mois de mars, dans ce cas-là, c'est à peu près le même graphique, là, c'est le même phénomène qui se produit, même les prix sont encore plus bas. Un petit peu sur le mois de mars, on est à veille de franchir le cap du 14, passant en bas de la barre des 14 sur le contrat de mars, donc c'est curieux un peu là, qu'on voit des baisses comme ça. Comment il faut interpréter ça? C'est un jeu d'offre et de demande, donc ça signifie que l'offre est encore, à mon avis, peut-être plus abondante que ce que le marché avait anticipé durant l'augmentation qu'on a eue dans l'automne. On s'attendait peut-être à des baisses d'offres plus importantes que ça, qui ne se sont pas réalisées. Donc, le marché à thème recule. Présentement, le prix au comptant, par contre, aussi, un autre élément, le prix au comptant, dernier chiffre que j'ai vu, il datait du début du mois. On parle de 18 yuan du kilo. Là, on parle de 14 pour le mois de janvier, donc une grosse baisse là, pour les prochaines semaines, si ces valeurs-là se réalisent. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je suis du coin de l'œil. Donc, si les prix baissent en Chine, ça veut dire qu'il y a une offre suffisante. Donc, ça ne sera pas nécessairement un retour en force là, pour le marché d'exportation pour ce qui concerne la Chine. Maintenant, un petit coup d'œil sur notre dollar canadien.
Le dollar canadien aussi a eu des bonnes fluctuations cette semaine. On termine quand même la semaine en hausse de presque 3/4 de point. On avait fini la semaine dernière à 77,9. Là, on termine à 78, presque 6. Là aussi, il y a des bonnes variations. Je pense que la réponse, la clé dans ça, c'est on va voir le prix du pétrole. Le prix du pétrole a augmenté, descendu. Présentement, le dollar canadien est très corrélé avec le pétrole. Le dollar américain aussi a son mot à dire dans ça, hein, avec les hausses potentielles peut-être plus rapides aux États-Unis qui a mis de la pression sur le dollar canadien, parce qu'en fait, l'économie canadienne est revenue pratiquement à son niveau avant la pandémie, donc très bien. Donc, en théorie, les hausses de taux d'intérêt devraient arriver plus rapidement ici qu'aux États-Unis. La Banque du Canada, cette semaine, nous a parlé du troisième trimestre de 2022 avant une première hausse. Fait qu'on se retrouve à peu près où est-ce que le marché anticipe que les Américains vont augmenter leur taux. On est déjà en avance sur les Américains. Hein. Les achats d'actifs sont déjà finis ici au Canada. Aux États-Unis, ils font juste commencer à ralentir. Je pense qu'ils se terminent, si je ne me trompe pas, ça va se terminer au mois de mars-avril. Pourquoi le dollar canadien est si dévalué? Hein? C'est dur à expliquer présentement. Possiblement, ce que ça signifie, c'est qu'il va y avoir un rebond là, de la valeur du dollar canadien dans les prochains mois, un retour peut-être plus à la normale. La crainte du nouveau variant est encore là dans le marché aussi, hein, ça crée une demande pour le dollar américain. On verra, mais c'est ça. Donc les perspectives sont encore très positives pour le dollar canadien. Donc ça terminerait pour cette semaine. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous gênez pas, hein, vous pouvez m'appeler au 418-882-6995. Vous pouvez m'écrire, info@bidagri.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, hein, si vous voulez rien manquer. Et vous abonner aussi, vous pouvez vous abonner à notre infolette gratuite. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, bonjour.